Alors, je suis désolé, je ne me cramponne au micro, mais maintenant il faut que je vous raconte ce que c'est que l'agroécologie. Et avant de vous raconter ce que c'est que l'agroécologie, je voudrais vous raconter une anecdote. Quand un aliment tombe par terre, la question c'est est-ce qu'on peut le manger ou pas? Il y a même la règle des 3 secondes, qui a une variante à 5 secondes, qui dit qu'au bout de 3 à 5 secondes, les bactéries ont sauté sur l'aliment et que là, si on ne l'a pas ramassé avant, ça ne marche pas. Alors, non mais c'est sur Internet, hein, c'est très sérieux. Le fait est que plus on attend, plus il y aura de bactéries, c'est sûr. Mais la question n'est pas trop de savoir les bactéries qu'il y a là-dessus. D'ailleurs, qui est mort de microbes qui auraient sauté sur cet aliment? Si vous avez des morts dans votre famille d'avoir mangé un truc qui est tombé par terre, parlez-moi. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a par terre comme produits chimiques? C'est quoi les additifs des produits nettoyants? C'est quoi les produits chimiques qui ont été ramenés sous les souliers des gens qui ont marché sur ce sol avant qu'un aliment gras et donc tout à même de solubiliser, de gloutonnement aspirer toutes les molécules chimiques qui traînent là? Quelles sont les molécules chimiques qui sont censées passer dans cet aliment et qui vont commencer à contribuer avec d'autres à abîmer notre foie ou nos reins? Vous voyez que dans cet exemple, on se pose la question du vivant comme d'un danger, mais on ne voit pas la chimie comme un danger. Or, ni l'un ni l'autre ne sont des dangers ou des solutions. Ce sont juste des choses qu'il faut que nous inventorions pour faire un avenir meilleur. En d'autres termes, nous croyons facilement à la technologie, nous croyons facilement à la chimie de synthèse, mais nous n'avons pas vu le vivant comme un outil. Et il faut se méfier du vivant. Après tout, le SARS-CoV-2, ce n'était pas une bonne nouvelle. Et il faut se méfier de certains éléments de la chimie de synthèse et de la technologie. Il faut faire l'inventaire. Et comment se faire l'inventaire sans savoir? Ça, c'est la question que pose Biogé. Mais oublions Biogé et revenons à l'agroécologie. L'agroécologie, c'est justement de se dire, ben voilà, le vivant, c'est un des moyens. Alors, il faut convoquer ce moyen-là aussi. Bon. Voilà défini l'agroécologie, je pense. Alors, peut-être, par la suite, les autres intervenants pourront nuancer ce point de vue. Pour moi, l'agroécologie, c'est convoquer tout ce qu'on sait aujourd'hui d'écologie, et on ne sait pas tout, hein, mais au moins tout ce qu'on sait pour faire de l'agronomie. Avec dans l'idée de produire au moins autant, mais mieux ça veut dire mieux pour la santé de ceux qui vont consommer, ou de ceux qui produisent, d'ailleurs, n'oublions pas les agriculteurs, hein, et aussi mieux pour la durabilité du système, de façon à ce que nos enfants aient toujours les mêmes moyens de produire autant et avec la même qualité. En réalité, il se cache là aussi bien une façon d'agir instantanément que d'agir dans le futur et d'aimer les générations suivantes, en leur donnant les mêmes outils que ceux dont nous bénéficions. Alors, je voudrais donner 2 exemples d'agroécologie, parce que on pourrait les multiplier, et d'ailleurs on va les multiplier, mais on n'en fera pas la liste. Mon premier exemple sera autour du labour, qui a longtemps été conçu comme le geste par essence de l'agriculture. Et d'ailleurs, le labour, il est pratique parce qu'il désherbe, hein, il tue les herbes et ça permet de semer ensuite des choses qui vont pousser mieux, et puis il aère le sol. Bon. Alors le problème, c'est que oui, il tue les herbes, mais pas que. Les oiseaux qui traînent derrière le trait de labour, ou les champignons faits de filaments microscopiques délicats, ils sont tués par le labour. Notamment certains champignons qu'étudient mes équipes de recherche, enfin je dis mes équipes de recherche comme si elles étaient à moi, qu'avec mes collègues nous étudions, qui sont des champignons qui aident en fait la plante à aller chercher des ressources dans le sol. En échange d'un peu de sucre, ces champignons, ils vont chercher de l'azote, du phosphate, de l'eau, et ils aident les racines à aller exploiter le sol. Eh bien, quand on les tue, le sol est tout simplement moins exploitable pour les plantes. Il faudra mettre plus d'engrais pour qu'elles poussent autant. Donc, vous voyez que finalement, le labour tue les herbes, oui, ça c'est pratique, mais le sol devient moins fertile. Et malheureusement, ce qu'on veut, c'est qu'il soit fertile. Et à long terme, c'est quelque chose qui contribue à baisser la production. Alors le sol est aéré, c'est vrai. Mais alors il est tout tourneboulé du coup. Et il s'érode plus facilement. Il s'érode 10 à 20 fois plus vite que s'il n'était pas laboureux. D'autant plus qu'il n'y a plus les plantes par-dessus pour le couvrir. Il s'érode, premier problème. Puis deuxième problème, comme il y a de l'air qui est rentré dedans, au moins transitoirement, parce que ces trous s'effondrent assez rapidement, il faudra relabourer l'année suivante. Comme il y a de l'air qui est rentré dedans, il y a des micro-organismes qui n'ont pas été victimes du labour, les bactéries qui respirent mieux puisqu'il y a plus d'oxygène, et elles commencent à attaquer et à détruire beaucoup plus vite la matière organique du sol. Or, la matière organique du sol, c'est quoi pour le sol ?
c'est un liant qui aide à résister à l'érosion. Rebelote. Le sol est moins capable de résister à l'érosion. Cette matière organique, elle retient l'eau. Donc c'est un sol qui est moins capable de retenir l'eau. Et puis cette matière organique, elle contient du carbone, qui une fois qu'il est respiré redevient du CO2, mais qui tant qu'il n'est pas respiré dans le sol, c'est un stockage de carbone. Vous voyez que c'est mauvais pour les réserves en eau. C'est mauvais contre l'érosion. La perte de matière organique, c'est mauvais contre l'érosion. C'est mauvais pour la rétention de l'eau. Et c'est mauvais pour le climat. L'homme a émis, le tiers du CO2 émis par l'homme, c'est par le labour, depuis 8000 ans. C'est vrai que les 200 dernières années, avec les combustibles fossiles, on a fait mieux, mais les sols de France ont perdu 50% de leur matière organique depuis les années 50. Bon, la solution, elle existe. Ce sont des agricultures non labourées. Elles existent, c'est notamment l'agriculture de conservation, il y a des itinéraires techniques, des semoirs particuliers qui existent. On a aujourd'hui 4% de la surface agricole française que les agriculteurs décident de ne plus labourer. Et alors quand ils labourent plus, la vie du sol augmente, leur sol est beaucoup plus vivant, ça fait beaucoup plus de trous, la matière organique se dégrade moins vite, donc entre les trous et la matière organique qui retiennent l'eau, ils ont de meilleures réserves hydriques, ils stockent du carbone et demain peut-être ils pourront demander des crédits carbone pour ajouter à leurs revenus. Ils font une agriculture qui est bonne pour le climat, vous y êtes ? Ça s'appelle une solution. Et cette solution est intéressante car elle n'est pas drainée par la demande du public. Personne n'achète des produits labellisés agriculture de conservation. Parce que tout le monde s'en fiche. Et en fait, si ça se propage, c'est parce que ça marche. Ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est qu'il me rappelle que les agriculteurs peuvent bouger et remarquer des choses et changer de pratique. Je crois dans les agriculteurs, moi. Donc d'une part, ça montre que ce n'est pas des cons, comme on voudrait nous le faire croire parfois. Et deuxièmement, ça montre que ça marche, puisque c'est pragmatiquement des gens qui opèrent ça parce que ça marche, et non pas parce que ça se vend. Parce que ça ne se vend pas mieux. Il est intéressant cet exemple de l'agriculture non labourée, parce qu'il coche plein de cases, et notamment des cases humaines et de production. Ça, c'est mon premier exemple. C'est comment transmettre mieux le sol aux générations suivantes. Et quelque part, c'est vraiment une solution basée sur la vie, parce que dans ces sols, on sait très bien que la vie se redresse de 25 à 30%, il y a plus de masse vivante, il y a plus de fertilité, il y a plus de champignons qui nourrissent les plantes. En fait, vous voyez, là, la vie est devenue un outil, donc il n'y a plus de hiatus entre produire et conserver et transmettre le vivant. C'est la même chose, puisque l'un repose sur l'autre. C'est une superbe réconciliation, non ? Ça, c'est mon premier exemple. Mon deuxième exemple, il va raconter la même chose, mais différemment. C'est l'éloge du mélange et du métissage et du brassage. Bon, nous, on a une agriculture qui cultive non seulement des champs, qui cultivait non seulement des champs faits d'une seule espèce, mais bien plus encore avec les variétés modernes où tous les individus sont génétiquement identiques, des champs faits d'individus identiques. Alors là, je ne vous dis pas, c'est la fête. Si vous êtes un champignon ou un insecte qui mange très bien la variété qui est là, tout le champ est à vous. Tout est mangeable. Si vous réussissez une fois, vous réussirez autant de fois qu'il y a de pieds dans le champ. Et d'ailleurs, ça ne se fait pas attendre, nous sulfatons. C'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser des pesticides pour lutter contre ces insectes et ces champignons qui osent venir manger ce que nous voudrions manger. Bon. Mélangeons un peu, voulez-vous ? Il y a des zones en Chine où, depuis des agricultures millénaires, sèment du riz avec des variétés mélangées, quoi. En gros, on sème tout ce qu'on a récolté. En plus, il y a des traditions d'échange de graines entre voisins qui font que non seulement on sème un mélange de ce qu'on a récolté, mais en plus, on rajoute des graines des voisins. Donc, bilan, vous avez des champs où il y a plus de diversité dans le champ qu'il y a de diversité dans tous les riz d'Europe et d'Amérique. Semés dans des champs modernes avec des variétés où tous les individus sont identiques. Mais dans ces endroits-là, les maladies ne se propagent pas, parce que quand la maladie réussit sur un pied, le pied voisin, il est très très différent. Et il y a peu de chances que ça marche. Et si ça marche sur le voisin, quand ça passe sur le troisième pied, ça a peu de chances de marcher encore. Ça a été modélisé par des gens de l'INRA
dans les années 1990. Donc là, je ne suis pas en train de vous sortir du tout frais. Et ça nous rappelle une chose, c'est que la vulgarisation scientifique, c'est pas juste raconter ce qui vient de sortir, c'est raconter tout ce qui est sorti et qui ne sert pas encore. Et là, dans les frigos, il y en a un. Dans les années 90, disais-je, des gens de l'INRA de Versailles se sont mis à faire des mélanges de variétés. Okay, ils ont mélangé des variétés de blé différentes, alors ils les ont bien mélangées, c'est-à-dire à peu près la même hauteur, la même date de maturité. Et dans ces champs mélangés, j'ai le beurre et l'argent du beurre. J'ai cette caractéristique des variétés modernes qui est d'être très productives, d'être vraiment efficaces en termes de nombre de grains. Donc j'ai du rendement, puisque le rendement, ça fait quand même partie de ce qui nourrit l'humanité. Mais en même temps, j'ai quand même cette caractéristique que comme j'ai mélangé des variétés, les maladies ont du mal à se propager. Et donc, moins de pesticides. Et ça, pour le coup, c'est bon pour les agriculteurs. Donc je vous rappelle qu'ils ont certains cancers bizarres, comme les lymphomes, plus 50% par rapport à la population moyenne, ou plus 20% de myélome par rapport à la population moyenne. Bizarre, hein, sachant qu'ils ont quand même, en moyenne, moins 20 à moins 30% de cancers que les gens qui vivent en ville. C'est bizarre ces cancers, hein. C'est les canaris dans la mine, les agriculteurs. C'est eux qui nous montrent que ces pesticides ne sont pas bons. Là, je viens, en mélangeant des vivants différents, de créer un paysage où les maladies ont du mal à se propager. Mais en fait, en pensant à ça, je pourrais aussi mélanger des espèces. Aujourd'hui, on a des moyens de produire des arbres avec en dessous des plantes. Ça s'appelle l'agroforesterie. C'est-à-dire que c'est un des écosystèmes qui sont agricoles et forestiers à la fois. Alors quand on fait ça, ça a été bien étudié par l'INRAE de Montpellier. J'ai souvent l'impression, bien qu'étant au muséum, de faire tout le temps l'éloge de l'INRAE. Mais il y a des choses qui se passent à l'INRAE qui sont intéressantes, hein, vraiment beaucoup. Et ces travaux qu'on doit à Christian Duprat et ses collègues ont sur 14 ans étudié combien de bois on obtient sur un hectare, parce que le bois grandit au-dessus des céréales, et combien de céréales on récolte. Alors vous allez me dire, oui, il y a de la compétition pour la lumière et pour le sol. Oui, mais les arbres ont des feuilles qui sortent bien après celles des céréales, et qui restent bien après celles des céréales. Donc la compétition pour la lumière, c'est 2 mois par an. Les racines des arbres vont plus profond que celles des céréales, et donc on exploite mieux le sol. À force de mieux exploiter le sol et de mieux exploiter la lumière, on produit plus. La production qu'ils ont constatée sur un hectare, et ils ne sont pas les seuls, hein, il y a eu plein de travaux qui vont dans la même direction, je vous cite cela parce qu'ils sont français, parce qu'ils sont précurseurs et parce qu'ils sont dans la moyenne. Ce qu'ils récoltent sur un hectare, il faudrait 0,8 hectares de céréales pures et 0,6 hectares de forêt pure pour le produire, soit 1,4 hectares. On dit souvent que tout ça va baisser le rendement. Parfois, oui, c'est sûr. Mais ces agricultures alternatives qui utilisent le vivant, elles peuvent produire plus. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, moi je ne mange pas de bois. Très bien. Encore que le vinaigre que vous mettez dans votre salade est souvent issu de la fermentation du bois par des bactéries. Mais bon, c'est une autre histoire. Ici à Bordeaux, on peut faire du vinaigre de vin et c'est peut-être donc pas quelque chose qui vous intéresse. Non, venons-en à un autre mélange. Céréales légumineuses. Alors là, l'histoire c'est que les feuilles sont là au même moment et les racines sont là au même moment. Vous allez me dire, là, Marc-André, ça ne va pas marcher. Eh bien si, ça marche, parce que les légumineuses sont capables de capter l'azote de l'atmosphère grâce à des bactéries et de le rendre accessible. Et puis il y a des fuites. Donc les céréales vont avoir plus d'azote. Cependant que les céréales mobilisent mieux le fer. Et cette mobilisation du fer sert à tout le monde, y compris aux légumineuses. Le bilan, c'est qu'il y a plus de ressources quand elles sont ensemble. Et le bilan, c'est que sur un hectare, eh bien, on produit ce qu'on produirait sur... Ce chiffre va peut-être vous rappeler quelque chose. 0,8 hectares de céréales plus 0,6 hectares de légumineuses, soit 1,4 hectares si on séparait les cultures. Et puis les pathogènes se propagent très mal. La quantité est au rendez-vous, la résistance aux maladies aussi. Ça ne marche pas toujours, les choix de variétés sont à faire, c'est vrai, mais le mélange, ça compte. Et d'ailleurs, il est une agriculture historique, l'agriculture précolombienne, qui était basée sur un mélange. Un mélange qui allait de la fourche, il n'y a pas de fourche, mais bon, de la fourche à la fourchette, comme on dirait maintenant, qui allait du champ à l'alimentation. On semait du maïs, on faisait grimper dessus du haricot, et du coup on mélangeait des mélanges de maïs et de haricots. Et c'était très équilibré, hein. De temps à autre un gibier chassé, et ça vous faisait un équilibre alimentaire parfait. Et surtout, on avait en couvre-sol des courges, qui n'étaient pas d'un grand apport alimentaire, certes, mais qui, en couvrant le sol, empêchaient des mauvaises herbes indésirables de se glisser dans le système. Nous, on ne gère plus du tout ça, l'enherbement. C'est pour ça qu'on utilise des herbicides. C'est qu'on n'a pas choisi qu'ils s'installaient. Donc, on trucide. Et, si vous voulez, c'est intéressant, parce que là, avec cette agriculture historique précolombienne, qu'on appelle la milpa ou les 3 sœurs,
la courge, le maïs et le haricot, eh ben, on avait une agriculture qui utilisait le mélange pour produire plus. Et ça, c'est important parce que je ne veux pas qu'on revienne à l'époque précolombienne. Je ne suis pas en train de vous proposer que nous revenions dans le passé. D'ailleurs, du passé, je viens d'éradiquer le labour. On ne repart pas chez les Amish. Comme disent les gens qui n'ont rien compris à ce que c'est que l'évolution culturelle. Du passé et du possible de l'avenir, nous prenons le meilleur. Et nous trions. Et puis d'ailleurs, on se prépare à trier encore demain, parce que les solutions d'aujourd'hui vont peut-être poser des problèmes. Au fait, les problèmes avec les pesticides et les herbicides, c'est quand même des problèmes liés aux solutions d'hier. Bon, on pourrait parler des haies dans les mélanges. Là, c'est des mélanges en mosaïque. Vous mettez des haies, alors là commence une histoire ravissante où il y a moins de vent, il y a moins d'érosion, les racines profondes des arbres dans les haies craquent les résistances du sol et permettent à l'eau localement de rentrer plus profondément dans le sol. La haie stocke 100 kilos de carbone, 100 tonnes de carbone par kilomètre de haie. C'est un stock de carbone. Il faut bien la couper, la haie. Ça vous fait du bois broyé qui peut vous permettre sur des petites surfaces soit d'amener de la matière organique dans le sol, soit même de faire des mulches qui vous permettent d'avoir une sorte d'herbicide naturel qui est très bon pour le sol et qui empêche les plantes de pousser sans tuer personne. Vous y êtes ? Les haies, elles abritent aussi des pathogènes. Elles abritent aussi des maladies ou des prédateurs. Typiquement des oiseaux ou des chauves-souris qui vont se précipiter sur les pauvres bestioles, les pauvres insectes qui essaient de passer d'un champ vers l'autre. D'ailleurs, ils ont du mal à passer parce que c'est une haie. Là, le flux des bioagresseurs est réduit de 88% par une haie. On ne s'en est pas aperçu quand on a arraché les haies dans ce pays parce qu'on avait des pesticides qui faisaient cette fonction. Mais la haie est un pesticide. En plus de stocker du carbone, d'être bonne pour le cycle de l'eau, d'être bonne contre l'érosion et tutti quanti. Alors, c'est vraiment important, parce que vous sentez que là, mélanger les outils, avoir recours à différents êtres vivants pour arriver à nos fins, c'est vraiment quelque chose qui est porteur d'espoir. Un petit exemple de désespoir. En Amérique, il n'y a plus beaucoup de haies, mais il restait des chauves-souris. Puis, il y a des endroits où elles sont mortes parce qu'elles ont attrapé une maladie européenne, la maladie du nez blanc qui s'introduit là-bas. Un article récent dans Science démontrait, et vous allez voir que là, je vais aller au fond du problème, qui n'est pas l'environnement, qui n'est pas la planète, qui n'est pas les écosystèmes. En Amérique, disais-je, certains comtés n'ont plus de chauves-souris aux États-Unis. D'autres en ont encore. Bon. Et quand on compare, c'est un économiste qui a fait ça, c'est pas un écolo col roulé, c'est un mec qui doit avoir une cravate, je pense. Donc sérieux. Un économiste a publié dans Science un travail qui montre que dans les comtés où il n'y a plus de chauves-souris, l'utilisation des pesticides a augmenté de 31% en volume. Parce qu'on a perdu les insecticides naturels que sont les chauves-souris. Mais ça, c'est pas grave encore. Parce que vous allez me dire, ça pousse finalement. Bon, c'est plus cher pour l'agriculteur qu'une chauve-souris, mais dans ces comtés-là, la mortalité infantile a augmenté de 7,9%. Parce que c'est toxique. Et le problème, c'est qu'on ne perd pas que l'environnement dans cette histoire-là, on perd l'homme. Alors vive les haies, vive les chauves-souris, et vive les solutions alternatives aux solutions purement chimiques, autant qu'on peut en profiter chez nous. Les chauves-souris ne sont pas malades, elles ont juste plus d'endroits où loger, parce qu'il n'y a plus de haies. Nous en arrachons 25 000 km par an, et nos impôts en replantent à peine 3 000 km dans le même temps. C'est-à-dire qu'on paye beaucoup pour perdre. Vous voyez que les mélanges génétiques, les mélanges d'espèces, les mosaïques dans le paysage sont des solutions. Aucune de ces solutions ne supprime tous les pathogènes. Mais en conjuguant ces solutions, on peut retarder le moment où on va revenir, et inévitablement, aussi à des solutions technologiques, aussi à des solutions de chimie synthétique, mais marginalement, exceptionnellement, et pas dès le départ et régulièrement. C'est ça l'idée, c'est d'avoir un cocktail de solutions. Et un cocktail repose sur l'équilibre des solutions et pas sur la dominance d'une ou deux d'entre elles. Il ne nous reste plus qu'à conclure et aller écouter des gens qui vont vous parler de choses moins vagues et plus précises. Vous allez voir, en fait, c'est vraiment incarné, toutes ces histoires-là. Là, c'est général encore.
Nous vivons une époque où une génération exprime son angoisse de l'avenir sous forme d'éco-anxiété. Et regardez-vous vous-même, pour ceux qui ont des cheveux blancs, dans cette génération, il y en a qui souffrent d'éco-culpabilité. Ils se disent, tout ce que j'ai fait, c'est de pourrir la vie de mes enfants. Et les enfants, ils disent, l'avenir, il est pourri, donc déjà, je ne vais plus faire d'enfants. Mais c'est ça qu'on vit. Mais cette génération, qui est très justement éco-coupable, elle a par contre payé une partie de sa culpabilité en produisant de ses impôts une recherche qui a constitué un corpus énorme, le corpus de nos connaissances en écologie, qui sont potentiellement un outil. Bon, pour l'instant, c'est des belles au bois dormant. Eh bien, ce soir, avec la ville de Bordeaux, avec l'association Carbouet et la Fédération Biogé, le prince charmant est là, qui va leur donner un baiser. Et c'est pas moi, ils vont arriver après. Moi, je fais juste l'annonce du baiser. La première chose, donc, c'est que éco-coupables, éco-anxieux nous sommes, mais la solution, elle est dans les minutes qui suivent. Elle est dans la connaissance que nous avons accumulée. La deuxième chose que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que vous avez repéré que tout ça est quand même un peu complexe. Il y a des liens dans tous les sens, tu as de la matière organique, ça fait de l'eau, c'est pas complètement attendu, vous y êtes. On est dans une certaine complexité. Et cette complexité du vivant, à laquelle nous sommes peu préparés, puisqu'il y a peu d'heures d'enseignement du vivant, on n'est plus préparé à la complexité des logarithmes et des exponentielles, n'est-ce pas ? Cette complexité, ou d'ailleurs de l'accord des pluriels irréguliers en allemand. Nicht wahr ? Le truc, c'est que on n'est pas très préparé à cette complexité. Cette complexité, d'un côté, elle fait la force de ce que je vous dis. Vous voyez que quand je rajoute de la matière organique dans le sol, ça change plein de paramètres sur la disponibilité, la réserve en eau, sur le climat global, sur la stabilité du sol par rapport à l'érosion ou la nutrition des organismes. Bon, donc, vous voyez, cette complexité, elle fait que quand j'agis à un endroit, j'ai plein d'effets. Et c'est très puissant. Et c'est comme ça que quand on arrête de labourer, les agriculteurs, en 5 à 10 ans, ils ont un sol qui vit beaucoup mieux et ils voient les conséquences positives de l'arrêt du labour. Bon. Mais d'un autre côté, cette complexité, c'est un obstacle à la compréhension. Disons-le, surtout quand on n'est pas préparé. Un truc qui est en réseau, c'est pas simple. Comment on a pensé jusqu'ici, au fait ? La plante est malade ? Pesticides. On n'a pas pensé que ça allait tuer aussi les auxiliaires et que ça allait tuer aussi les gens qui appliquent les pesticides ou qui mangent le produit. Parce qu'on s'est focalisé sur la plante. À avoir vu trop simple, on a eu des solutions qui avaient des effets de bord insupportables. La plante a faim, on va mettre des engrais. Oui, sauf que ces engrais finissent par fuir dans les eaux de surface, que leur production et leur transport consomment de l'énergie et produisent du CO2. Si vous me suivez, l'alternative est de comprendre la complexité. Et ça, c'est un problème, c'est que c'est pas aisé à comprendre. Une troisième conclusion, c'est que l'agriculture peut tout. Vous avez remarqué qu'on a parlé de climat, on a parlé de santé, et pas que d'alimentation. Cette troisième conclusion, je laisserai d'autres la développer par la suite, mais clairement, le programme derrière l'agroécologie, c'est celui de retrouver, on en parlait en conclusion d'ailleurs de la session de la journée, une multifonctionnalité de l'agriculture qui montre que l'agriculture, c'est vraiment un des actes fécondants, un des actes majeurs pour l'homme, c'est quelque chose qui peut tout. D'ailleurs, c'est évident qu'elle peut tout, puisque vous vous rappelez qu'elle couvre 45% du territoire français, donc ne serait-ce que par la maîtrise du foncier, elle peut tout. Il y a aussi derrière l'idée de revisiter l'agriculture, de la rendre désirable, ce que, pardonnez-moi de le dire, je pense que certains syndicats agricoles ne parviennent pas à faire, et que la reprise des exploitations ou l'arrivée de nouveaux exploitants soit rendue plus possible, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Il n'y a pas de bashing de l'agriculture derrière ce que nous allons faire, il y a juste l'espoir d'une agriculture encore plus fonctionnelle et encore plus puissante et encore plus au service du citoyen. Tiens, le citoyen. Comment changer d'agriculture tout seul dans son coin et changer son semoir parce qu'on ne sème plus ? Comment passer en bio ? Sans soutien. Parce que quand vous serez passé en bio ou quand vous serez passé en agriculture de conservation, peut-être que ce sera économiquement viable. Mais le problème, c'est qu'il faut changer. Comment on change ? Comment on fait si les citoyens ne vous aident pas de leur carte bleue, en achetant vos produits plutôt que d'autres, ou de leur carte d'électeur en votant pour ceux qui vous donneront des subventions plutôt que d'autres ? Tout est là, Les citoyens, ce n'est pas un problème agricole dont on discute.
C'est le problème de savoir si on aura ou non une population qui adhérera à ces valeurs, fera le marché de ces produits. Ben oui, c'est le programme de la Fédération Biogé, donner les outils pour comprendre et savoir ce qui est souhaitable ou ce qui ne l'est pas, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher au début et moins cher après. Vous comprenez pourquoi il était inévitable qu'un jour ou l'autre, la Fédération Biogé vienne vous parler d'agroécologie, et vous comprenez pourquoi il est temps d'en parler en vrai et de passer à la suite. Je vous remercie de votre attention.